Le chien à 2 les kilomètres. ateliers. Ouais. Je ne sais pas où il était exactement, mais bon. Non, mais c'est ça, tu vois. En fait, c'est le terme. À mon sens, j'appelle ça des petites montagnes. Non, ce sont des collines. Tu nous as emmenés sur l'une des collines, tu vois, avant le fort à Deloudou. Écoutez cette rumeur. Oui, non, mais il y a une très belle rumeur. Puis il y a plein d'émergences là-bas. Parce qu'il y a des choses qui émergent des rues. Peut-être tu as des sons qui sortent. Alors, l'acousticien lambda, lui, parlera de bruit de fond. Oui, il dit c'est ce qu'il analyse pas. Il utilise son langage de terminologie scientiste. Et il est incapable de dire la limite de la rumeur par rapport à un événement, par exemple. C'est ce qu'il n'arrive pas à analyser, quoi. Pour moi, la rumeur, sa qualité est nulle quand elle est trop faible, et elle est nulle quand elle est trop forte, qu'elle m'empêche d'écouter un certain nombre d'émergences. C'est plus une rumeur dans ce cas-là. Ça devient des événements, des choses comme ça. Il y a la notion aussi de situation sonore. C'est quelque chose qui est dans un temps donné, qui se construit comme un scénario. Le scénario du film, on l'écrit et on réalise. Le scénario sonore, tu l'écoutes et après tu l'écris si tu veux. Oui, théorise. Tu fais une partition. Ouais. Et je vois que tu n'as pas lu mon livre. Pourquoi? Parce que je dis tout ça. Ah oui. Non, mais tu le répètes. La musique du lieu. Parle de quel comment livre? ça s'appelle Non, je ne parle pas de tout ça là-dedans. Ou très peu. Je n'étais pas au courant encore. Non, alors je n'ai Je pas savais- lu je savais pas le celui-là. dire. Tu parles de quel livre? Non, c'est l'environnement sonore. Ah non, je ne l'ai pas celui-là. Un trou dans ma culture. Non, non. Non, je n'ai jamais obligé de Non, mais la question acoustique sensible, ça me plaît. Ça fait le ménage sur la question art sonore ou musique. Ouais. Non. Acoustique sensible. On écoute. On n'écoute pas. Oh, mais les gens ne savent pas entendre, c'est drôle, les gens qui disent. Ça n'a pas ils écouté. entendent. Oui. Oui, ils entendent, mais c'est. Mais non, ça veut rien. Ça Ils veut rien n'analysent dire. pas. Mais c'est la même chose même Ils dans ne les pas relations analyser parce humaines. qu'ils n'ont pas les moyens. Non, c'est Ah, ça. c'est ça. Pierre, tu es d'accord? C'est la même chose dans les relations humaines. C'est-à-dire que si, pour s'entendre, il faut s'écouter. Si on écoute l'autre, on arrive à s'entendre. C'est quand même simple. Attends, Mais là, pas tant que ça. là, tu fais un truc. Ah, je sais, s'entendre. Ça, c'est aussi avec mon acousticien ami, là, néanmoins ami. Entendre, dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec, Oui, je avec sais, le mais domaine on sonore. joue sur C'est les purement mots. intellectuel. On joue sur les mots, mais Parce c'est que- une résonance. Parce que tu as trois dimensions du troisième P, la perception. Tu as l'ouïe, notre côté animal. Quand tu dors, ça fonctionne. Si je fais ça au milieu de la nuit, donc ça fonctionne. Voilà, puis le réveil, le matin, il existe parce que tu as une ouïe. Puis après, tu as entendre. Là, par exemple, j'entends cette dame qui parle depuis un certain temps. Enfin, quand je dis un certain temps, je commence à dépasser entendre, je commence à écouter. Je parle du temps, ça fait longtemps qu'elle parle, etc. Donc j'analyse. Et ces trois domaines, c'est très clair. Tu ne peux pas simplement écouter sans avoir l'ouïe et puis entendre. Entendre, c'est passif. Hein? Entendre, c'est passif, en fait. Entendre, c'est passif, oui, on peut le dire ça comme ça. Mais il faut quand même entendre. Oui, quand même entendre. Oui. Si on est sourd, pas trop. Mais il faut avoir une certaine mémoire. Mais là, c'était pas difficile. Hein. Le type si je parle du type qui frappait là, son marteau, on l'a encore en tête. Hein. Mais combien de coups a-t-il fait la dernière fois? Ça, vous auriez écouté dans ce cas-là. Parce que vous auriez commencé à analyser la structure sonore. Oui. Mais merde, j'ai fait un cours. Non, tu parles. Ça fait 15 ans que je fais la retraite. Plus, Ça, 20 ans, c'est 20 ans. jamais assez, ça, Ouais, jamais. 20. C'est horrible. C'est bien. Si c'est pas toi, moi souvent je peux parler de ça pendant des heures. Mais là, tu le fais de manière tellement claire. Je sais pas ce qui me prend. Parce que je te pose des Parce questions. que vous écoutez, parce que vous écoutez. Voilà, on écoute, on est à l'écoute.
À la fin, on va se séparer, et vous allez rentrer. Qu'est-ce qu'il est pardon? Il parle tout le temps. Mais non, c'est très bien. Bon. On était parti sur l'histoire. Je La terminologie art sonore ne m'a jamais convenu, musique non plus. Ça m'emmerde, mais la question de la composition m'intéresse. Où et quand commence la composition? Et moi, je pense que quand on écoute, on est déjà en train de composer. C'est quoi l'instrument? On est d'accord. Il y a quelque chose de conscient, on appelle ça conscient, la conscience est là, elle identifie quelque chose. Il y a une perception, et donc à l'instant où il y a perception, il y a composition. La perception, on l'a toujours. Oui, mais non, quand on perçoit, quand on capte, oui, mais on perçoit et on capte, on en fait quelque chose. Oui. La conscience en fait quelque chose. Oui, alors, est-ce que la conscience la capte ou est-ce qu'elle la projette? Alors ça, c'est un autre débat. Un vrai débat. C'est personnel. Hein? Oui, personnel. Personnel, exactement. Mais c'est un débat quand même qui peut être très intéressant à discuter. Mais il y a une composition, parce qu'il y a une identification de quelque chose en rapport avec quelque chose d'autre. Et ça s'appelle composer. Hein. Oui. On n'est pas obligé d'écrire ce qu'on compose. Mais c'est impossible. Hein, on n'est pas obligé d'écrire. Moi, je me fais des scénarios, je m'arrête et j'entends un avion lointain et je dis, bon, alors, je garde cet avion, c'est le cantus firmus hein, du grégorien, c'est le son de base qui va rester, son pédale, si tu veux. Oui. Et puis, je compose là-dessus, je capte des choses. Elle pourrait être le cantus firmus, le continu, hein, là, en parlant comme ça. Comment tu appelles ça en chant grégorien? Le cantus firmus, c'est le la fondamentale. C'est le son continu. Oui. On a ça dans toute la musique baroque et même moderne. Le bourdon, en fait. Hein? Tu parles de bourdon. Qui est au cœur de la musique modale. Tu parles de quoi, en fait non, c'est la chose continue. Oui. C'est le son continu. Mais ça peut être elle est pas un bourdon. C'est quoi la différence entre le son continu et la rumeur? Et la rumeur? La rumeur, elle pourrait être le son continu aussi. Elle pourrait, ça peut être aussi le cantus firmus. Moi, je m'en sers souvent dans mes compositions, même instrumentales. Je crée une rumeur et des événements. Et souvent, j'enregistre des rumeurs et je construis là-dessus. Pour la radio, par exemple, je fais ça. C'est très proche. La question est très juste. Tu te sers de la rumeur comme ton bourdon, en fait. Non, parce que le bourdon, c'est une chose très artificielle dans un style de musique, pas seulement européenne, mais c'est un son qu'on reconnaît parfaitement, sur lequel on établit quelque chose. La rumeur, c'est très complexe. C'est quelque chose de très complexe, qui a une certaine épaisseur. Si ça devient trop fin, c'est plus une rumeur. Si c'est un son continu, uniquement tout droit comme ça, c'est pas une rumeur. Ça peut s'appeler un bourdon, si tu veux. Le cantus firmus, ça peut varier, ça peut bouger. C'est le fil conducteur qui est dans le grave. Mais il peut être dans l'aigu aussi. Moi, je le mets dans l'aigu dans mes compositions, souvent. Quand je fais des renversements, ce qui est dans le grave, je le mets dans l'aigu. Donc la note continue sera dans l'aigu avec des fluctuations, des choses comme ça. C'est pour ça que l'acoustique est importante, dans le sens où on a des objets concrets. Pas dans le sens de la musique concrète, mais on a quelque chose sous la main, enfin dans l'oreille. On a ça, on sait ce qu'on fait. Avec les notes de musique, les intervalles et tout ça, c'est des questions d'époque. Et aujourd'hui, on s'en fout des époques. On peut écrire. Là, l'œuvre que je viens de faire, c'est pour le centième. Qu'est-ce que je dis, 200e anniversaire de Beethoven, je crois. De Beethoven. Ah, oui. Et dans le quatuor à cordes que je fais, il y a des empreintes à certains endroits où il y a à chaque fois une des 9 symphonies qui intervient. Et c'est presque rien. Par exemple, à un moment donné, il y a Titan. C'est le début de la 9e. Hein. Ça je ne le mets pas parce que tout le monde a compris. Mais, et puis ça vient à la place d'avoir une liaison par un silence,
entre une partie de ma musique et puis une deuxième partie, il y a une sorte de petit silence, et puis cette incrustation d'une musique que les musiciens ont dans l'oreille. Puis s'ils ne la reconnaissent pas, ça n'a pas d'importance. Le fait de le dire, ils vont s'y accrocher. J'ai travaillé un mois là, dans le confinement à rechercher les endroits que j'allais capter qui duraient 3 secondes, quoi. Mais reconnaissables dans chacune des 9 symphonies. J'ai passé des jours là-dessus. Je les ai toutes écoutées. Tu ça tant ennuyé que ça. Ah non, ça Puis je me suis dit que Beethoven, c'est quand même un génie. C'est monstrueux. Hein. Ces symphonies, c'est fabuleux. Fabuleux. Alors j'écoutais avec différents chefs en plus. Le Karajan, c'est très particulier. J'aime pas beaucoup sa façon de faire la musique, mais son interprétation, je veux dire, mais son implication dans la musique, il est comme dans la musique. Et quand il dirige, il ferme les yeux. Dans la 9e, du début à la fin, il n'ouvre pas les yeux. Il arrête. Et il prend le mouvement suivant, comme ça, il n'ouvre pas les yeux. Il est toujours comme ça. Il ne se tourne pas vers le musicien, rien. Seulement sa baguette ou la main. Et il y a une concentration absolument fabuleuse. On a l'impression que la musique sort de là. Et la télévision, sur des films, on peut voir de près, on le voit de près. Alors, tu as toutes sortes de chefs, tu as des chefs qui font comme ça, et puis ça sort tout de suite. Puis tu as des chefs, les vieux chefs allemands comme Furtwängler, pour faire la 5e, papapapam, il fait papapapam, on entend, il fait, tu entends l'orchestre qui vient après, papam, oui. Parce qu'ils sont habitués à cette avance du chef. Je l'ai entendu diriger. Je crois que c'était la 9e, non, c'était, je ne sais plus quelle symphonie, quelques mois avant sa disparition. C'est étonnant, c'est un rythme avant le rythme. C'était typique des chefs d'orchestre allemands. J'ai joué en corniste sous un chef nazi, Danzler, réfugié à Genève. 85 ans, une autre vie, hein. Ah oui, quoi. À laquelle je m'en rappelle. Et c'était en Suisse, il y a tout eu. Hein. Et c'était un chef qui dirigeait sous Hitler, et Furtwängler aussi d'ailleurs. Je n'étais pas impliqué dans le régime ou des choses comme ça, mais ils étaient là. Et c'était un chef à la technique allemande. J'étais au conservatoire de Genève et mon professeur m'a dit: tu ne seras jamais corniste. J'ai dit: mais ça ne m'intéresse pas. J'étudie l'instrument pour jouer dans les orchestres comme ça. Puis un beau jour, il me dit: tiens, ce soir, tu viens à la répétition à l'opéra à Genève, dans Siegfried de Wagner. Je dis: mais moi, il dit: oui, tu peux le faire. 8e corps, 8 corps dans l'orchestre, c'est énorme. Et puis je vais à la répétition, puis je vois à côté de moi, première fois que j'étais dans un orchestre professionnel, tu vois, c'était impressionnant. Tu vois. Puis je vois à côté de moi un tuba, ça s'appelle Wagner tuba. C'est Wagner qui a inventé un instrument spécial. C'est les cornistes qui le jouent, mais moi je ne le connaissais pas. Et les 5, 6, 7, 8e corps jouent du tuba à certains endroits. Et ça commence avec ça. Alors Danzler commence, Siegfried, et puis j'étais là, j'ai regardé l'instrument, je l'ai pris, puis j'ai fait semblant. Je dis: sans musicien, il va pas entendre. Tu parles, mais il a arrêté immédiatement. Immédiatement, il dit: fou, pourquoi vous jouez pas? Alors je me lève, puis je dis: maître, je ne sais pas. Et mon prof, qui était premier corps solo, alors il s'est expliqué, s'est fait engueuler. Il dit: oui, mais il vient comme remplaçant, c'est la première fois. Bisutage, quoi. Mais il n'a pas apprécié, lui. Ah, wow. Alors, il m'a dit: fou, 4e corps, 4e, 8e.
C'est le quatrième, il n'avait pas ce truc. Il connaissait le... Alors, mon ascension dans les rangs de l'orchestre a été rapide. Premier service professionnel, en 3 secondes, je suis passé du 8e au 4e. Et c'est Dans quelle année, ça? Je ne sais plus, puis je sais. J'ai commencé mes études très tard. Moi. C'était 55, 57, 58. Ouais. Et alors le 4e corps, c'est terrible. Parce qu'il y a Siegfried qui est là-haut, sur le plateau, que tu entends mal, parce qu'il est caché là-haut derrière. Et le 4e corps, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que doubler Siegfried tout le temps, à l'unisson avec lui. Quand il chante, tu joues avec lui des bribes de son discours. Il faut jouer juste, il faut jouer en rythme avec lui, etc. Suivre le chef, écouter le chanteur, Siegfried là-haut. Et on a joué 3 ou 4 soirs, chaque soir j'arrivais comme ça. Voilà. Puis je suis resté 2 ans à l'orchestre, puis j'ai terminé mes études, puis après j'ai abandonné. C'était pas mon projet. J'ai joué du corps, mais pas pour dans des... Je savais pas que tu jouais de ça. Du corps? Ben oui, tout. Ben, dans le disque là de Lecter et Riley, je joue du corps. D'accord. C'est moi qui jouais. Alors, après, je jouais des choses complètement folles, ça j'étais capable. Comment tu t'es retrouvé à faire ce disque avec Terry Riley? Quel alliage? Dans le germe de groupe là, que j'avais créé, et il y avait Gérard Frémy, qui était un grand adepte de ces musiques, et on a fait ce disque, il était dans le germe, donc il a proposé de faire cette pièce-là, et puis Initiative. Et en fait, c'est un programme qu'on a joué à comment ça s'appelait, le festival c'est un festival pop là, qui a eu lieu, qui devait imiter Woodstock. Tu le connais sûrement. Il y en a eu un en Belgique, mais c'est pas celui-là. Non, ça se passe en Belgique parce qu'en France ça a été interdit. Oui, donc c'est celui-là. C'est celui qui était en Belgique, mais je ne sais plus le nom. Ah, ça m'échappe là à l'instant. Ah, ça s'est fait là-bas? Oui, on a joué devant 5000 personnes là-bas. Il y avait Zappa et oui, tout genre, c'est ça, oui, c'est celui-là. D'accord. Oui, j'ai oublié le nom, mais je vois très bien. Alors on a commencé avec les pianissimo. Les autres avant, c'était des haut-parleurs à casser et tout. Ça gueulait quand on a commencé à jouer ça. Ils nous ont jeté des bouteilles de bière, des tomates et tout. Puis après, ça s'est calmé, ils ont écouté. Puis après, on a joué ma pièce à l'Initiative, il n'y a pas de partition. C'est une... Ils voulaient du rock. Oui. Mais le producteur nous avait connus et il a dit je vous invite, ça sera très bien, pourquoi pas. J'ai eu un appel l'autre jour d'un journaliste qui avait écrit là-dessus, il m'a envoyé l'article, il parlait de nous, et il y a eu un film qui a été fait, je l'ai vu une fois, et Zappa a refusé après ses producteurs qu'on le diffuse ce film. Ah oui. Donc on ne peut pas le voir. Dommage. Oui, mais comme il est mort, ça refait surface. Il y a des photos, j'ai vu un article il n'y a pas longtemps là-dessus, en fait, sur ce festival en Belgique, une sorte de Woodstock européen. Ben, si tu dis, on est toujours nommé avec le germe dans cet article. Ils ne disent pas grand-chose là-dedans. Vous êtes fait jeter des tomates. Vous êtes fait jeter des tomates et des bouteilles de bière. Et ils criaient surtout. Ils disaient jouer. Ils criaient, on ne nous entendait pas. Sans électricité, c'est comme Cage avec 4 minutes. Exactement. Non, oui, il y a aussi une performance où il a parlé pendant 3 heures. Cage? Oui, c'est en Italie. Et les gens, en Espagne, en Italie, je ne sais plus exactement. Et les gens montent sur scène, ils gueulent dans le micro, et il reste 3 heures. Pas des morts de son truc. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en Belgique. Où il y a un type qui a emmerdé dans la salle, c'était pas possible, c'était horrible, c'était affreux. Cage était très fatigué, il marchait à peine, c'était pas longtemps avant sa disparition.
On était très, très nombreux à être très gênés dans ce concert. Moi, je l'ai très bien connu. Il est venu chez moi à la maison, c'est ici à Paris. Parce que j'ai dirigé le concert pour la pièce s'appelle Concert pour piano et orchestre. C'était avec le Géant, au théâtre de la ville. Il était sympa. Ah oui, très bien. Il est venu chez moi à la maison. Moi, je lui ai fait entendre des choses. Vous pouvez venir, hein. Il y a quelqu'un là? Bon. Ah non, c'était ça. Mais sur toutes les photos, il a l'air sympa quand même. Il a fait des critiques. Il a l'air toujours en train de rigoler. Et je vais en prendre encore un tout petit peu. J'ai pas trouvé au vin blanc, mais j'adore ça. Il a l'air de chercher ses champignons. Merci. Oui, je me suis mis en Ouais, elle a raison de te filmer. Il y a un document. Hein. C'est rare J'ai pas vu. Merci. qu'on ait des images de toi en train de parler. T'as ton ami Giroud et le Fox qui font ça. Ah ouais, non mais attends, avant de voir les images, bonjour. Ça y est, il a mis le truc que j'ai fait il y a 2 ans. Oui, Ouais. effectivement. Sur YouTube. Sur le FRAC. J'ai commencé à écouter, j'ai trouvé ça pas très bon. Enfin, sur ce que tu racontes je dis un peu n'importe quoi. Là. Non, mais Michel, exactement sur le truc de Dreyfus, le son et le sens. Tu vois, on s'est retrouvé chez Marc Desimo et j'ai fait le son et j'ai filmé pour la même chose pour le FRAC. La Fox n'était pas là. Et on se retrouve avec Michel qui parle avec Marc Desimo et qui à la fin prend carrément le pouvoir sur la discussion en gueulant, en disant non, le son, le sens, avec sa manière de le dire, en disant en gros tu passes du sens